Écoutez bien. Lio panémol li. Vous n'avez pas compris? Écoutez encore. Lio panémol li. Alors oui, j'entends quelques très rares téléspectateurs, surtout du côté allemand, qui bondissent sur leur canapé et voudraient nous dire « J'ai compris, j'ai compris ». Ça veut dire « Comment vous appelez-vous » En Volapük. Oui, vous avez bien entendu, en Volapük. Non, ce n'est pas une blague, le Volapük existe bel et bien. Nous sommes à la fin du 19e siècle, dans la petite ville de Litzelstetten, près du lac de Constance. Au presbytère, le prêtre Johann Martin Schleyer ne cesse de se retourner dans son lit. Il est insomniaque. Mais voilà qu'il sent la présence de Dieu qui lui commande de créer une langue auxiliaire internationale. C'est vrai qu'en cette fin du 19e siècle, on se veut très universaliste en Europe, mais Dieu ne pouvait choisir mieux que Johann Martin Schleyer pour cette tâche. Car si ce prêtre a étudié la théologie, il a aussi étudié la philosophie, la philologie, l'histoire, les langues, un peu de médecine, de chimie. Il joue de plusieurs instruments. C'est lui qui tient l'orgue de l'église de l'université. Et enfin, depuis qu'il est prêtre, il se voue à l'étude des langues. Attention, tenez-vous bien. Le grec ancien, le latin, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, le russe, le roumain, le hollandais, le danois, le norvégien, le hongrois, le croate, le tchèque, le slovène, le serbe, le turc, le persan, l'arabe, l'hébreu, le japonais, le chinois, le sanskrit, pour n'en nommer que quelques-unes. Qui dit mieux? Et bien sûr, il connaît le sol-ré-sol, cette première langue musicale universelle créée par le musicien français François Sudre en 1817 et dont la grammaire et le vocabulaire fort compliqués ont freiné le succès. Schleyer se lance donc dans la construction d'une langue universelle. Pour ce faire, il commence par créer un alphabet universel et façonne peu à peu sa langue dont il publie régulièrement les avancées dans un journal de poésie catholique, Die Sionsharfe, la harpe de Sion. Et voici la première phrase publiée. Ko God begin obsöd dinis valik. Littéralement, avec Dieu commençons toutes choses. Et on voit dans cette première phrase comment le volapük s'appuie sur l'allemand et l'anglais. On reconnaît ici les racines de God, Dieu, begin, commencer, dinis, proche de ding, chose en allemand. À propos, volapük, ça veut dire langue du monde. C'est formé à partir des mots anglais world et speak. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas entrer ici dans les détails de la grammaire et du vocabulaire volapükiste, d'autant que c'est une langue fort complexe. Sachez qu'il y a, comme en allemand, des déclinaisons, que la conjugaison n'est pas simple, que les mots sont difficiles à retenir, car ils sont quand même fort arbitraires. C'est que, s'il voulait créer une langue universelle, Schleyer ne voulait pas d'une langue simplificatrice. C'était une langue pour les gens lettrés, pour les échanges intellectuels, un peu comme le latin a servi de langue commune pour les échanges intellectuels en Europe, et ce, jusqu'au XVIIIe siècle. Dans un premier temps, le succès est au rendez-vous. Partout, en Europe, puis en Chine et même au Japon, des associations se créent, on étudie cette nouvelle langue, on passe des examens, mais c'est surtout la difficulté de son apprentissage qui va freiner son expansion. L'autre raison du déclin du volapük est à chercher chez son créateur lui-même. Johann Martin Schleyer veut tout contrôler. Il est le seul à pouvoir créer de nouveaux mots. Il refuse les propositions venant d'autres que lui et décourage peu à peu ses plus puissants défenseurs. Et puis surtout, voilà que presque simultanément, en Pologne, un jeune juif, Louis Lazar Zamenhof, qui réfléchissait lui aussi à une langue universelle quand il était encore sur les bancs de l'école, publie en 1887 un ouvrage, Langue internationale, qui jette les bases de l'espéranto. Sa langue, au vocabulaire davantage basé sur les langues latines, avec une grammaire beaucoup plus simple, va complètement écraser le volapük. Un petit exemple? Voici le même « Comment vous appelez-vous » en espéranto. Kio estas via nomo, plus simple quand même que la même phrase en volapük, non? Lio panémol li. Dans un premier temps, le succès de l'espéranto est phénoménal. Dans le monde entier, on se met à l'espéranto. Freiné par la Première Guerre mondiale, il repart de plus belle au lendemain de celle-ci et son expansion est telle
que la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, va, dans les années 1920, jusqu'à proposer à ses membres que l'espéranto devienne sa langue de travail officielle. Et qui va refuser cette intéressante suggestion? Je vous le donne en mille. La France, puisqu'à ses yeux, seul le français peut et doit jouer le rôle de langue internationale. No comment. De nos jours, le volapük ne présente plus qu'un intérêt historique et les locuteurs se comptent sur les doigts d'une main. Quant à l'expression « c'est du volapük », c'est carrément une expression péjorative, autrement dit, c'est du charabia. Dommage, ça sonne si joliment, volapük, vous ne trouvez pas? Et pour terminer, un si joli extrait d'une conférence de presse du général de Gaulle, un extrait auquel nous, carambolingiens, ne pouvons qu'adhérer, et qui dit clairement ce que le grand Charles pensait du volapük. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés.